Donc rapidement, je vais vous présenter les actions qu'on a fait sur l'année 2021 pour la partie médico-sociale. Donc on a essentiellement mené des actions afin de contribuer à la sécurisation des parcours, à développer la formation et l'information au niveau des établissements médico-sociaux sur nos pathologies. On a aussi mené des actions pour apporter des soutiens au niveau des centres de référence, des centres de compétences et des associations de patients. Et puis, évidemment, on a mis en place aussi et accompagné des projets en sciences sociales et humaines. Je vais faire ça rapidement. Donc, la contribution à la sécurisation des patients, c'est quelque chose qu'on développe depuis plusieurs années, là, qui devient vraiment très opérationnel. L'idée, en fait, qu'on a développée au niveau de Brain Team, c'est qu'en plus de l'expertise médicale que tous les centres de référence et les centres de compétences apportent, on est sur le terrain des établissements médico-sociaux et aussi des services d'aide à domicile qui puissent apporter, eux, l'expertise médico-sociale sur les patients que vous connaissez. Et l'objectif, c'est qu'en ayant cette expertise-là, on évite évidemment des ruptures de parcours et qu'on puisse avoir aussi des solutions quand vous avez besoin d'accompagnement. Donc en 2021, depuis 2016, on a passé des conventions de partenariat avec des établissements qu'on appelle nous ressources, qui se sont engagés à être la ressource sur un territoire avec le principe d'avoir au minimum un établissement ressource sur chacune des régions. Comme il y a des grandes régions et puis que les régions ont changé par rapport à 2016, il y a parfois dans certaines régions 2 ou 3 établissements ressources. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un établissement ressource dans chacun des départements. 1, parce qu'on est sur le champ de la maladie rare. Et 2, il n'y a pas forcément de nécessité puisque la ressource de la région a un bon réseau finalement après lui sur sa propre région et peut être donc l'interlocuteur du centre de référence ou du centre de compétences. Donc ces établissements ressources-là, il faut que vous puissiez vous les repérer. Et bien évidemment, s'ils sont ressources et qu'ils accueillent et qu'ils accompagnent, alors l'accueil c'est aussi pour les services d'aide à domicile, hein, ce sont des établissements qui peuvent intervenir aussi à domicile. Donc ils accueillent des patients de notre filière. Mais ils s'engagent en fait à être la ressource de proximité si vous recherchez une autre structure autre que la leur, ou si parce qu'ils n'ont pas de place bien évidemment, ils peuvent donc du coup, eux, utiliser le réseau pour trouver des solutions. Et puis là, ils contribuent aujourd'hui aussi à la formation et à l'information. Donc en plus de l'expertise médicale qu'apportent les centres de référence et les centres de compétences, les établissements ressources contribuent et nous aident aussi à informer et à apporter de la formation au niveau des établissements médico-sociaux. Donc il y a une représentativité, le choix qu'on a fait au niveau de la filière en fait par rapport à ces établissements ressources, c'est d'avoir une représentativité d'établissements aussi bien du secteur enfant que du secteur adulte, que de la personne vieillissante. Donc c'est vraiment tout type d'établissements et de services médico-sociaux et aussi bien aussi donc, des femmes, des foyers d'accueil médicalisés, des maisons d'accueil spécialisées, que des structures d'aide à domicile, avec tout ce qui existe. Donc ça, c'est un choix que nous avons fait au niveau de la filière. Donc la fonction ressources des établissements, donc, il y en a minimum 1 par région. Et ils s'engagent au niveau des autres établissements et de services d'aide à domicile à intervenir s'il y a des besoins d'accompagnement et d'information, mais sur la partie, bien évidemment, accompagnement médico-social. Et si besoin, ils peuvent vous solliciter sur la partie expertise médicale. Donc c'est quelque chose qui commence vraiment là à bien fonctionner. Donc je vous invite évidemment à voir quels établissements pourraient vous être utiles. On a à ce jour, donc au 8 décembre 2021, on a presque 30 établissements ressources. L'objectif, c'est pas forcément d'en avoir plus, c'est déjà de bien travailler avec eux et de voir finalement comment sur le terrain on peut développer des actions. Donc à aujourd'hui, donc il y a 15 maisons d'accueil spécialisées et de représentants de femmes, donc secteur adulte, ça c'est un peu l'origine aussi de la démarche qu'on avait faite notamment auprès des patients Huntington. On a déjà 2 établissements jeunes qui ont signé une convention avec nous, donc les IEM et les IME. On a 3 structures spécialisées sur des interventions d'aide à domicile et 2 structures spécialisées sur l'accueil en répit.
On a aussi, donc, sur la masse de Mortagne, une équipe mobile ressources qui est en train de donner un modèle pour aussi que les établissements ressources aient au sein de leurs équipes des équipes qui puissent intervenir à domicile ou dans d'autres établissements, c'est-à-dire sortir de leur établissement pour apporter des conseils sur nos pathologies et sur la prise en charge médico-sociale. Et on a actuellement donc 6 conventions en cours qui ne devraient pas tarder. Donc ça donne un schéma, voilà, un petit peu comme ça. Et ce document-là vous sera très prochainement transmis au niveau de la filière. Donc comme je vous ai dit en 2021, ce que l'on a beaucoup mis en place comme action, c'est de l'information et de la formation sur nos pathologies au niveau de tous les établissements et des professionnels médico-sociaux. Donc chaque année, on organise un tour de France. 3 régions en moyenne sont sensibilisées. Alors c'est vrai qu'en 2021, les Tours de France ont été suspendus, donc ça reprend en 2022 avec Dijon, la Corse et l'Île-de-France. En 2021 aussi, on a revisité le programme de formation. C'est une formation de 4 jours qu'on propose aux établissements médico-sociaux, 2 fois 2 jours. C'est un format qui marche bien et qui va commencer à se déployer à partir de juin 2022. Et en attendant, vu qu'on ne pouvait pas se déplacer, on a donc mis en place des systèmes de webinaires d'information au niveau des établissements médico-sociaux. Ce n'était pas dans la culture des établissements médico-sociaux, tout ce qui était la formation à distance. Évidemment, avec le Covid, ils ont revisité, ils se sont équipés aussi. Ils ont revisité leurs modalités un petit peu de formation. Et finalement, le webinaire, c'est un format qui marche très bien. Et puis du coup, en 2022, on est en train aussi d'expérimenter de la formation à distance avec un temps en distance avec le centre de référence qui fait la formation et un temps présentiel avec l'association de patients. Donc en fait, on s'adapte en fonction des besoins et en fonction du contexte dans lequel on est. Et puis chaque année, donc, il y a des journées annuelles qui sont proposées sur Paris et qui rassemblent tous les professionnels médico-sociaux des établissements ressources. Et aussi, il y a une journée spécifique pour les assistantes sociales de nos centres de référence et de nos centres de compétences. Ça, c'est quelque chose qui date pour les assistantes sociales, qui marche très très bien et qui du coup nous a permis de nous inspirer pour proposer le même format au niveau des autres professionnels médico-sociaux. On a fait la première journée annuelle en 2021, donc en novembre 2021. Ça a eu un grand succès et donc on va la reproduire en 2022. Et puis pour 2022, donc on a travaillé en 2021 sur un DIU qui s'appellera du soin à l'accompagnement médico-social des maladies rares neuro-évolutives. Ça, c'est quelque chose qui nous était demandé, qu'on imagine depuis la filière depuis quelques temps aussi, mais c'est long à mettre en place. Et l'objectif, c'est de proposer ce DIU et de mélanger des participants issus du secteur sanitaire et des participants issus du secteur médico-social pour qu'il y ait justement un échange sur nos pratiques, sur nos façons de voir dans la prise en charge. Et puis, pareil, les interventions, c'est un mélange à la fois d'expertise médicale de nos centres de référence et de nos centres de compétences, et à la fois de l'expertise sur l'accompagnement médico-social qui viennent de nos établissements ressources. Donc ça, c'est pareil. Il y aura une brochure qui va être prochainement diffusée par la filière. Et je vous invite, si vous êtes intéressé, à vous mettre en contact avec moi. Je vous donnerai plus de précisions. C'est vraiment quelque chose qui intéresse déjà beaucoup les établissements médico-sociaux qui se sont déjà positionnés pour avoir des personnes pour suivre la formation. Donc, avant-dernier point, en 2021, donc, on a aussi... on a signé depuis un certain temps une convention nationale avec l'Association française des aidants qui nous apporte aussi un regard sur des prises en charge par rapport aux aidants. On a une convention nationale avec l'association France Handicap. Donc comme c'est une très grosse association qui a des établissements et des services sur tous les départements et sur toutes les régions qui peuvent prendre en charge nos patients, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et puis en 2021, on a développé la ligne téléphonique d'accompagnement juridique en santé à destination des associations de patients, mais aussi des professionnels médico-sociaux et les assistantes sociales, notamment de nos centres de référence et de nos centres de compétences,
sollicitent beaucoup ce service-là parce que parfois les situations sont tellement compliquées et singulières que ça demande vraiment quelque chose de très pointu en termes de juridique. Et là, du coup, c'est une grande aide pour les assistantes sociales. On peut dire que ça a été un vrai besoin puisque au bout de 6 mois, l'enveloppe budgétaire qu'on avait prévue pour 1 an était dépassée. Et donc la filière a accepté de maintenir le soutien, on le pouvait, mais on a répondu à une demande que l'on connaissait, c'est pour ça qu'on y a répondu, mais on n'avait pas envisagé, qu'on avait sous-évalué et qui a vraiment été extrêmement importante. Et pourtant, je trouve qu'on n'a pas fait tant de pub que ça non plus. Et malgré ça, il y avait donc vraiment, je pense que là, on a pointé une aide importante à apporter à tout le monde. C'est Juris Santé, l'association Juris Santé qui assure cette prestation et elle intervient en dernier recours, c'est-à-dire si le service social ne peut pas répondre, si Infoservice ne peut pas répondre. Donc c'est vraiment en dernier recours. L'objectif, c'est pas de répondre à la place de choses qui existent déjà. Et dernièrement, donc on est donc depuis 2016, on vous en parle au niveau de la filière parce qu'on y croit beaucoup. Donc en 2016, la CNSA avait impulsé un travail pour voir de quelle manière les filières de santé pouvaient aider les MDPH et les MDA, donc les maisons départementales de l'autonomie, à mieux comprendre les spécificités des maladies rares pour évidemment une meilleure attribution de droits ou une meilleure compréhension en tout cas des dossiers MDPH qui étaient déposés par nos patients. Donc plusieurs filières de santé ont participé à un groupe de travail, se sont rajoutées les équipes relais handicap rares. Donc ça c'est depuis 2016 qu'on travaille cette idée-là. Et enfin en 2021, il y a eu un document complémentaire MDPH-MDA qui a été validé par l'ensemble, je dirais, du groupe et des filières de santé et des équipes relais et qui du coup a été expérimenté. Donc c'est vrai que nous au niveau de la filière on a été plutôt très actifs, parce que depuis 2016 on fait partie du groupe de travail et 2 parce qu'on y croit beaucoup, surtout dans nos pathologies, ce document complémentaire peut être très utile. Donc il y a eu une expérimentation avec des retours sur la façon qu'on pouvait le remplir, est-ce qu'il était utile, pas utile, donc il y a eu des retours. Vous aurez très prochainement les résultats de la fin de l'expérimentation qui a eu lieu en décembre 2021, mais globalement le document, 73% des personnes qui ont répondu, donc il y avait évidemment des personnes en situation de handicap, des personnes en situation de maladie rare et des MDPH qui ont répondu, mais 73% des personnes sont satisfaites de ce document. Ça veut dire que ce document-là, il n'est pas parfait, donc il va y avoir une version 2 qui devrait être diffusée en septembre 2022, donc très prochainement, mais on sait que donc il est complémentaire, il n'est pas obligatoire contrairement au dossier MDPH, mais il faut savoir qu'il existe et qu'il sera sans doute utile, nous, au niveau de notre filière, d'en parler, de diffuser, parce qu'on voit bien qu'au niveau des MDPH, c'est un document qui permet en fait de mieux comprendre l'impact de la maladie rare sur la vie quotidienne des personnes. Et du coup, quand les personnes souhaitent, notamment par rapport à la PCH, obtenir des aides financières, ça permet une meilleure compréhension de la situation des MDPH. Donc ce sera toujours un document facultatif, donc absolument pas obligatoire, mais dans notre filière, fortement, je pense, recommandé. Voilà, et les dernières actions qu'on a pu mettre en place en 2021, c'est qu'on a terminé une étude qu'on appelle COMP4, qui est une étude sur les qualifications des auxiliaires de vie qui interviennent auprès de patients atteints de la maladie d'Huntington à domicile. Donc il y aura une suite 2022, mais en tout cas, il va y avoir aussi prochainement un retour sur les résultats de cette étude-là qui montre que finalement, les auxiliaires de vie ont besoin d'informations sur nos pathologies quand elles interviennent. Ça, c'est pas trop, je dirais, quelque chose qu'on a appris. Ce qu'on a appris, c'est que finalement, les auxiliaires de vie, si parfois il y avait des ruptures justement de parcours parce que les auxiliaires de vie ne tenaient plus en fait pour intervenir auprès des patients atteints de la maladie d'Huntington, c'est plus l'organisation en fait de leur service qui questionnait en fait, et notamment le manque d'informations et sur le passage des actions à mettre en place. Donc voilà, donc il y aura une suite 2. Caromaran, c'est un projet avec la mise à disposition de 2 outils, une tablette et d'un robot auprès de patients atteints de maladies neuroévolutives. Donc ça, c'est en cours. On a pris beaucoup de retard puisque, évidemment, c'est tombé en plein Covid. Et puis là, en avril 2021, on va lancer une étude de besoin sur le répit des aidants
de notre filière. Donc les résultats vont nous permettre après un petit peu mieux de repérer quel type d'action on pourrait mettre en place pour favoriser le répit des aidants. Et puis, on a répondu à un appel à projet de la CNSA sur une plateforme de soutien de formation à distance pour les aidants qui viendra compléter l'action que vous a présentée Sophie sur le projet aidant. Tout ça, c'est que tous nos projets en sciences sociales et humaines, ils sont toujours montés en fait avec une réflexion collective. Donc s'il y a des centres de référence, donc il y a toujours un centre de référence au moins et un centre de compétences qui participent aux études. Il y a aussi toujours les associations de patients qui font partie de la réflexion. Il y a toujours aussi des représentants d'établissements ressources que je vous ai présentés qui interviennent. Et puis après, on fait appel aussi à des experts selon la thématique. Donc si après vous souhaitez participer à des projets en sciences sociales humaines, nous on vous propose. Et puis si c'est une thématique qui vous intéresse et que vous avez du temps, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, donc toutes les actions du secteur médico-social, on va les retrouver en fait sur notre site internet. Donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller sur le site de la filière. Voilà. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup.